Molière est sans doute le plus grand dramaturge français connu dans le monde entier et traduit en plusieurs langues dès son vivant. Il a été la star de la cour de Louis XIV et s'est fait beaucoup d'ennemis en raison de la virulence de ses critiques et de ses satires sociales. Pourtant, on ne sait pas grand-chose de la vie de Molière. Il n'a pas laissé derrière lui le moindre journal intime, pas même une correspondance, rien. Alors pour combler les vides de son histoire personnelle, au fil des siècles, on a brodé sa légende, dont sa mort est l'ultime épisode. Molière serait décédé sur scène en jouant le malade imaginaire avec un réalisme extraordinaire. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. La mort de Molière. Nous sommes le vendredi 17 février 1673. Il y a foule au théâtre du Palais Royal cet après-midi. On vient voir une nouvelle pièce, Le Malade imaginaire. Molière, l'auteur et directeur de la troupe, joue le rôle principal, celui d'Argan. Cet homme en pleine santé fait vivre l'enfer à toute sa maisonnée car il se croit malade. Il fait une très grande consommation de traitements et de médecins et ceux-ci ne se gênent pas pour lui prescrire n'importe quoi pourvu que ce soit cher. Pour qu'il garde un médecin à demeure, il décide de marier sa fille Angélique à l'un d'eux. Avec cette pièce, c'est toute la corporation des médecins qui va en prendre pour son grade. Ça promet d'être drôle. Enfin, le rideau se lève. Molière est vêtu d'un grand manteau rose doublé de fourrure blanche. Il porte un bonnet de même couleur garni de dentelle. Seul dans sa chambre, assis dans un fauteuil à roulettes, une table devant lui, il lit une ordonnance et fait ses comptes avec des jetons. Il liste à haute voix les traitements qu'on lui a prescrits. Un bon clistère détersif, un julep hépatique, sopporatif et somnifère. Une bonne médecine purgative et corroborative. Une potion anodine et astringente. Une prise de petit lait clarifié, une potion cordiale et préservative. Cette énumération plonge le personnage d'Argan dans le bonheur. Mais cet après-midi, pendant la représentation, Molière tousse pour de vrai. Il n'a qu'à forcer un peu le trait pour donner un tour comique à ses quintes bien réelles. Et oui, l'hiver est froid, il est tombé malade. Il est fatigué, maigre à faire peur. Il a chaud et froid, il frissonne, il tousse, il crache du sang. Ce malade-là n'est pas imaginaire du tout. Molière souffre terriblement, mais il veut jouer. Il veut entendre les rires et les applaudissements de son public conquis. Autour de lui, sur la scène, des médecins s'agitent et préconisent des remèdes toujours plus farfelus et même dangereux pour la santé. Le public s'esclaffe et Molière en oublie qu'il se sent mal. Enfin, le rideau tombe. Les applaudissements retentissent encore quand Molière essaye de se relever, mais il s'écroule. Sa troupe se précipite pour le soutenir. Ses mains sont glacées, la mort les a déjà saisies. Devant le théâtre, une chaise à porteur l'attend et part au pas de course. Bien qu'elle ait déjà tourné le coin de la rue, on entend encore les quintes de Molière résonner entre les murs des Venelles. En 1673, Molière a 51 ans et souffre d'une fluxion de poitrine, une pneumopathie qu'on ne sait pas soigner au XVIIe siècle. Surtout que les remèdes des médecins font souvent plus de mal que de bien, et le remède est parfois plus fatal que la maladie. Molière ne fait aucune confiance aux médecins. Il en a même fait ses têtes de turc. Sur ces 30 pièces, 5 ont pour thème la médecine et chaque fois on retrouve le même archétype du praticien, imposteur, voleur et vaniteux. Molière a pourtant des amis médecins et il croit au progrès. À l'époque, beaucoup cherchent à comprendre les mécanismes du corps humain. Tenez, Ambroise Paré par exemple, au XVIe siècle, il a révolutionné la chirurgie et William Harvey a découvert la circulation du sang. Mais ces avancées restent lettre morte pour la faculté de médecine de Paris qui s'en tient à la médecine hippocratique. La saignée est le remède à tout. Il faut purger le corps des excès d'humeur, la fameuse mauvaise humeur. On croit à l'époque que le corps humain contient plus de 20 litres de sang fabriqué par le foie et qu'on peut donc en extraire de grandes quantités. Écoutez ce qu'écrit alors Guy Patin, le doyen de la faculté de médecine de Paris, dans ses correspondances de 1651.
Il n'y a point de remède au monde qui fasse tant de miracles. J'ai fait pour ma part saigner 12 fois ma femme en une seule pleurésie, 20 fois mon fils pour une fièvre continue et moi-même 7 fois pour un rhume. Nous guérissons nos malades par la saignée, aussi bien après 80 ans qu'à 2 ou 3 mois. À la saignée s'ajoutent la purge et le clister. Il faut que vous puissiez imaginer ce qu'est un clister. C'est une très grosse seringue contenant diverses mixtures et dont le contenu s'injecte dans le siège. C'est le mot de l'époque pour désigner la voie anale. On comprend facilement l'usage humoristique que Molière a pu faire de telles méthodes thérapeutiques. Il y a dans l'œuvre de Molière de très nombreux médecins charlatans. Ils parlent, souvent pour se féliciter eux-mêmes. Ceux-là sont la cible privilégiée de Molière, ceux pour qui le médecin gréco-romain Galien est à la pointe de la modernité. Pour le malade imaginaire, Molière a beaucoup travaillé, comme toujours. Et tandis qu'il écrit, il continue à monter sur les planches plusieurs fois par semaine. Son ami, l'auteur classique Nicolas Boileau, lui recommande de ne plus jouer la comédie, de confier les premiers rôles à un acteur de la troupe et de se reposer. Être acteur de théâtre requiert beaucoup d'énergie et une vitalité qu'il n'a plus. Mais Molière refuse de quitter la scène. Accepte-t-il au moins de se soigner ? Pas du tout, ou plutôt, certainement pas. Belrade, un des personnages du malade imaginaire, le conseiller d'Argan, explique ce qu'il faut faire quand on est malade. Rien! Il ne faut que demeurer au repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout, et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Le vendredi 17 février 1673, Molière est au plus mal. Mais il faut monter sur scène pour la 4e représentation du Malade imaginaire au théâtre du Palais-Royal. Les acteurs de sa troupe le supplient de se reposer et de ne pas jouer ce soir. Mais c'est bientôt la fin de la saison. Pendant le carême, la période de restriction imposée par l'Église, les théâtres sont fermés. Alors pas question de manquer les dernières représentations. La première du Malade imaginaire a lieu la semaine précédente dans ce même théâtre. D'habitude, la première a toujours lieu à la cour, devant le roi. Oh, c'est pas que le roi boude les spectacles de Molière, mais depuis l'année dernière, le compositeur Lully a le monopole des spectacles musicaux. Molière ne peut donc plus monter de pièces qui incluent des ballets à Versailles. Or, le Malade imaginaire est une comédie mêlée de musique et de danse. À Paris, la pièce est immédiatement un succès. Pour faire rire le public, Molière utilise tous les ressorts comiques à sa disposition. Bagarres, courses-poursuites, bastonnades, déguisements, quiproquos, plaisanteries sexuelles et surtout critiques des médecins. À l'époque, les représentations ont lieu l'après-midi. Le théâtre du Palais-Royal ouvre ses portes à 2h et la pièce ne commence pas tant que la salle n'est pas pleine. Si à 4h elle ne l'est pas, il prévient qu'il ne jouera pas. Évidemment, ce ne sera jamais le cas. Molière remplit les salles. 500 personnes s'agglutinent debout dans le parterre, les loges sont pleines et les corbeilles aussi. Vous imaginez bien que face à une salle comble, même si Molière ne se sent pas bien, il va jouer. En plus, il a investi 2400 livres pour monter cette pièce puisque c'est Lully qui rafle maintenant toutes les subventions royales. Et à cette somme, il faut ajouter les frais de plateau tous les jours, soit 250 livres par représentation. Le Malade imaginaire compte 31 scènes. Argan, le personnage que joue Molière, est présent dans 27 d'entre elles. Ça demande une énergie folle. Heureusement qu'il peut jouer le faux malade et rester assis. Ce vendredi, il est allé au bout de lui-même quand le rideau tombe enfin. Mais il est toujours vivant. Et oui, désolé de vous décevoir, mais Molière n'est jamais mort sur scène. Ça fait partie de la légende. À l'issue de la représentation, ses comédiens l'emmènent dans sa chaise à porteur qui le conduit dans la rue de Richelieu toute proche. Dès qu'il arrive chez lui, le comédien et dramaturge Michel Baron, l'ami fidèle de Molière, l'aide à regagner sa chambre et lui propose du bouillon. Mais Baron comprend qu'il est déjà trop tard. Ce n'est plus d'un médecin dont il a besoin, c'est d'un prêtre. On fait venir 2 religieuses qui se mettent à prier et Molière demande l'extrême-onction. En ce XVIIe siècle, il faut cet ultime sacrement pour que s'ouvrent les portes du ciel et du cimetière. Pour l'obtenir, Molière, en tant que comédien, doit affirmer qu'il regrette d'avoir pratiqué ce métier. Il doit en quelque sorte abjurer ce qu'il a fait toute sa vie. Maintenant, le temps presse. On envoie une servante puis un valet chercher un prêtre à l'église Saint-Eustache.
aucun prêtre n'accepte de se déplacer au chevet de l'agonisant qui meurt étouffé dans son sang. Ce n'est qu'à 10 heures du soir qu'un prêtre arrive enfin. Mais il est trop tard. Molière est mort. Est-ce que, comme certains historiens le pensent, les ennemis de Molière ont empêché qu'un prêtre puisse lui fournir le dernier sacrement ? Car Molière, en critiquant ouvertement les croyants intégristes dans ses pièces, s'est fait beaucoup d'ennemis au sein de l'Église. Et voilà que ceux-ci tiennent leur revanche. Sans extrême onction, Molière ira griller en enfer. Les choses se compliquent donc le lendemain pour un enterrement chrétien. Le curé de Saint-Eustache refuse l'inhumation à cet homme qui, la veille encore, jouait la comédie et ne s'est pas confessé. Molière, le grand Molière qui a fait rire le roi Soleil et tout le royaume, est donc menacé de finir dans la fosse commune comme un moins que rien. Depuis toujours, l'Église est très sévère avec les comédiens. Ils sont traités comme les prostituées car leur travail est basé sur l'exhibition et le paraître. Le comédien mime la vie d'un autre, ce qui n'est pas digne d'un chrétien. Contrairement à ce qu'on pense généralement, ils n'ont jamais été officiellement excommuniés par un pape, c'est-à-dire exclus de la communauté des chrétiens. Sans règle claire, chaque paroisse fait comme elle veut et certaines sont plus tolérantes que d'autres. Les acteurs ne peuvent généralement pas être baptisés ni se marier religieusement. Si un acteur veut être réintégré dans l'Église, il n'a qu'une solution, signer une déclaration solennelle par laquelle il s'engage à renoncer à son métier. Au XVIIe siècle, grâce à Louis XIII et Mazarin, un grand amateur de théâtre, la situation s'est un peu améliorée pour les comédiens. On raconte parfois qu'Armande Béjart, la veuve de Molière, s'est jetée aux pieds du roi pour qu'il autorise un enterrement chrétien, mais en vain. Ce qui est certain, c'est qu'Armande écrit une supplique à l'archevêque de Paris, François de Harlay de Champvallon, pour que Molière soit enterré en terre consacrée au cimetière Saint-Joseph. Elle explique que Molière a voulu se repentir 1 heure avant son dernier souffle afin de mourir en bon chrétien, mais que les prêtres de la paroisse Saint-Eustache, à laquelle il appartenait, n'ont pas voulu se déplacer. L'archevêque ordonne aussitôt une enquête. Et il faut croire que cet homme d'église n'a pas de rancune contre Molière, puisque le 20 février 1673, l'archevêque accepte la requête d'Armande. Mais l'enterrement doit se faire de nuit et sans cérémonie. En effet, enterrer avec les honneurs un comédien qui n'a pas abjuré son métier, ne s'est pas confessé et n'a pas reçu l'extrême onction serait un scandale. Le corps du dramaturge est placé dans un cercueil de bois et suivi par 3 prêtres, des enfants et des lacs qui tiennent des cierges et des flambeaux puisqu'il fait nuit. Depuis une fenêtre de son hôtel particulier, Armande Béjart, veuve Poquelin, lance de l'argent aux pauvres par les fenêtres comme le veut la tradition. Elle leur demande de garder le calme et le silence et de prier pour son mari. Le cercueil est recouvert du voile des tapissiers puisque, rappelons-le, Molière a hérité de son père de la charge de tapissier et valet de chambre du roi Louis XIV. Le cortège s'ébranle et bientôt des dizaines puis des centaines de personnes le rejoignent. Entre le 40 rue de Richelieu, où se trouve l'hôtel particulier de Molière, et le cimetière Saint-Joseph de la paroisse Saint-Eustache, il ne faut qu'un petit quart d'heure de marche. Mais pendant ce quart d'heure, des flambeaux et des lampions viennent grossir le fleuve humain qui accompagne l'acteur dans sa dernière demeure. Peu de gens savent déjà qu'il est mort et qu'il a obtenu une sépulture chrétienne, mais tous ceux qui le savent, tous ceux qui ont ri grâce à Molière, tous ceux qui l'a réjoui pendant toutes ces années ont tenu à l'accompagner dans le plus grand silence, puisque tout chant est interdit. On est loin du faste que son talent mériterait, mais ces témoignages spontanés d'admiration et de reconnaissance sont encore plus émouvants et sincères. La cérémonie est rapidement expédiée. Molière est enterré au pied d'une grande croix de bois, et 2 ans plus tard, sa veuve fait installer une pierre tombale gravée à son nom. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais il s'agit de Molière, et l'histoire continue mêlée de légendes. Certains pensent que Molière n'est pas resté bien longtemps à l'endroit où il a été inhumé. Certains de ses plus farouches adversaires au sein de l'Église l'auraient déterré pour l'enterrer dans un endroit du cimetière non consacré, réservé aux enfants morts sans baptême, aux suicidés et aux comédiens qui, comme lui, n'ont pas abjuré leur métier avant de mourir. Ce ne serait donc pas lui qui se trouverait sous la pierre tombale installée par Armande. À la Révolution, on décide d'offrir à Molière un monument funéraire digne de son génie. De même pour La Fontaine, mort quant à lui en 1695 et enterré au cimetière des Saints-Innocents, dépendant lui aussi de la paroisse Saint-Eustache. Vous voyez se profiler le problème ? 2 cimetières proches l'un de l'autre, 2 stars de la littérature du XVIIe siècle.
Restez attentifs, ça se complique. Au début du XVIIIe siècle, un abbé nommé Olivet raconte que La Fontaine est enterré près de Molière au cimetière Saint-Joseph. Donc, à la Révolution, on exhume les restes de Molière et ceux de la tombe d'à côté, pensant qu'il s'agit de La Fontaine. Sauf que le curé de la paroisse tient pour vrai que le corps de Molière a été déplacé aussitôt après son enterrement. Donc, ce n'est pas le corps qui se trouve sous la pierre tombale de Molière qu'on exhume, mais un autre. Vous imaginez bien qu'il est impossible de savoir s'il s'agit bien des restes de notre grand homme. D'autant plus qu'une enquête de salubrité ayant décidé de fermer le cimetière, une bonne partie des corps a pris le chemin des catacombes. Les restes supposés de Molière sont placés dans une caisse en sapin et déposés dans une cave de la chapelle du cimetière. Celle-ci est détruite et remplacée par un corps de garde qui conserve la caisse. Paraît même que certains gardes peu scrupuleux auraient distribué quelques ossements. Ce n'est qu'en 1799 qu'Alexandre Lenoir récupère les caisses, celles de Molière et celles de La Fontaine, pour son musée des monuments français. Ouvert en 1795, il a pour vocation de conserver les pièces architecturales récupérées après la vague populaire de destruction du patrimoine intervenue pendant la première période révolutionnaire. Enfin, le repos éternel pour notre dramaturge ? Pas du tout. En 1804, s'est ouvert un nouveau cimetière parisien, le cimetière du Père-Lachaise. Conçu comme un jardin, il n'attire malheureusement pas les foules. Alors en 1817, on décide d'y installer quelques célébrités. Comme le musée des monuments français a fermé l'année précédente, c'est l'occasion d'y envoyer Molière et La Fontaine, enfin, si ce sont bien leurs restes dont il s'agit. Mais après tout, est-ce que c'est important maintenant ? Ce qui compte, c'est d'avoir un endroit où célébrer le génie de Molière, l'un des plus grands auteurs qui fait encore rayonner notre pays. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la composition des musiques originales et à la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales additionnelles, Sébastien Guidis. À la diffusion et la communication, Marie Corpet et Nathan Laporte. Et pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1, sur votre plateforme d'écoute favorite, et chaque week-end à 15h sur notre antenne. À très vite.